Alors, je pense qu'on va commencer, tranquillement. Les autres personnes prendront en cours de route et puis de toute façon, elles auront accès au replay. Donc moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir, pour parler d'une thématique, qui touche malheureusement de plus en plus de couples, donc la thématique de la fertilité. Je m'appelle donc, Clara Bondet, je suis ingénieure en nutrition et en santé humaine. Je suis aussi naturopathe, certifiée par la FENA et diplômée donc de l'école, ISUPNET qui propose donc cette, conférence, ce soir. Et donc je suis formatrice auprès de professionnels de santé, auprès du grand public aussi. Et bien sûr, je suis installée depuis plusieurs années où je reçois, pour proposer des consultations en cabinet. Donc moi, je suis à Lille, je propose aussi, des visios et mes spécialités, c'est surtout tout ce qui touche, au ventre et d'ailleurs, je propose aussi des massages du ventre, mais aussi à la santé de la femme. On se rend compte d'ailleurs que souvent les 2 sont très liés. Donc ce soir, je souhaite vous partager des conseils, des astuces, que je donne à mes clientes en consultation qui viennent et qui souhaitent avoir, un enfant. Trop souvent, je me rends compte qu'on peut négliger en fait cette phase de préparation à la grossesse, alors que c'est une phase qui est très, très importante, que ce soit pour améliorer sa fertilité, mais aussi, pour, avoir une belle grossesse, une grossesse qui se passe bien, où on ne va pas être trop fatigué, où on ne va pas avoir trop de vomissements non plus, limiter les risques de fausse couche par exemple et après avoir un bébé qui soit dans la meilleure santé, possible. Donc ce soir, on va parler de tout ça. Pour celles qui viennent de se connecter, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez des attentes particulières à la conférence. Si vous venez vraiment avec une question en tête à laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse, n'hésitez pas à l'écrire pour que moi je l'ai bien en tête pour m'assurer d'y répondre au cours de la présentation. Donc cette phase de préparation à la grossesse, moi souvent je la compare à un marathon parce que finalement c'est un vrai challenge à la fois physique et émotionnel. C'est, entre la phase où on se prépare qui peut prendre plusieurs mois, puis la grossesse, puis le postpartum, ça peut durer un an et demi. Donc l'objectif c'est vraiment de durer sur le long terme et ce soir ce qui est important pour moi, c'est de vous aider justement dans cette phase-là, que vous compreniez comment ça marche la fertilité, comment améliorer du coup sa fertilité et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien tous les jours pour favoriser donc vos chances d'avoir un bébé en pleine forme. Là, ce qu'on va aborder ce soir, ça va être des conseils qui s'appliquent à tout le monde. Donc déjà les femmes et les hommes, hein, on va parler des 2 puisqu'effectivement, c'est une histoire de couple comme on l'a dit, dans l'introduction, mais qui va s'adresser en fait à si vous êtes au tout début de votre, projet bébé ou alors même si vous êtes en projet PMA ou alors si vous avez un diagnostic d'une maladie comme l'endométriose, comme le SOPK ou toute autre pathologie qui peut impacter votre fertilité. Ce qu'on va voir ce soir, ça s'applique à tout le monde et après bien sûr, pourra y avoir dans certains cas, des conseils à personnaliser. Il faudra peut-être aller plus loin, quand il y a des pathologies notamment, qui ont été, diagnostiquées. Mais l'objectif ce soir, c'est de rester assez général, tout en répondant bien sûr à toutes les questions, que vous pourriez, avoir. On va passer à peu près 1 heure, ensemble et au programme pour ce soir, je vais commencer par vous parler, comment ça marche, enfin, la fertilité. L'idée, ça va être de mieux comprendre le cycle, notamment, de la femme, pour comprendre, où est-ce qu'on peut agir pour améliorer, sa fertilité. Ensuite, on parlera, d'un gros morceau qui est souvent celui qui vous intéresse le plus, qui est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut manger pour favoriser sa fertilité? Quels compléments alimentaires on peut prendre? Et on terminera par un aspect qui est essentiel, qui est prioritaire, presque autant que l'alimentation, qui est comment prendre soin de sa santé mentale, de son sommeil, parce qu'on sait que ça impacte énormément ensuite ses chances, de concevoir. Donc pour commencer, on va rentrer tout de suite, dans le vif, du sujet. Je vous rassure, je vais essayer de vulgariser tout ça pour que ce soit pas trop technique, mais c'est important pour moi que vous compreniez quand même, comment fonctionne le cycle menstruel pour comprendre à quel niveau finalement, on peut agir. Donc si on revient sur, ce cycle, qui dure à peu près 1 mois, mais qui est très variable finalement, selon les femmes. On a des femmes pour qui ça va durer 25 jours plutôt, d'autres pour qui ça peut durer 40-45 jours et c'est pas un problème du tout. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc le cycle, va y avoir plusieurs phases. Si on se place, du coup, après la phase, des règles, donc des menstruations, on entre dans ce qu'on appelle la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est une phase où un de vos ovaires, donc celui de droite ou celui de gauche, ça dépend des fois, ça peut alterner d'un cycle à l'autre, va produire des follicules. Les follicules, ce sont plein de futurs potentiels petits, ovules. Pendant cette phase, l'hormone qui prédomine, c'est celle qui est
la courbe rouge, ce sont les œstrogènes, une hormone dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui vont augmenter progressivement pendant cette phase, venir aller aussi stimuler l'endomètre de l'utérus. L'endomètre, c'est cette grosse courbe rouge, ce gros pâté rouge que vous voyez en bas du graphe. Et on voit que grâce aux œstrogènes, progressivement, l'endomètre grossit pour ensuite être capable d'accueillir un œuf fécondé, puis le fœtus. Ensuite, au milieu du cycle, on va avoir l'ovulation. L'ovulation, elle est permise par les œstrogènes, justement, un gros pic d'œstrogènes qui va permettre cette ovulation, la sortie de l'ovule dans les trompes. Et là, l'ovule, il va être actif pendant environ 24 heures. Et ensuite, après cette phase de l'ovulation, on entre dans la dernière phase, la phase lutéale, cette phase qui est plutôt marquée par une autre hormone qu'on appelle la progestérone. Donc, c'est la courbe que vous voyez en bleu. Et cette progestérone, elle va être hyper importante pour aller continuer à faire grossir la muqueuse de l'utérus pour être sûr d'avoir un nid le plus douillet possible finalement pour l'ovule potentiellement fécondé qui viendra s'installer dans la muqueuse utérine. Donc, si on retient, si on voit que finalement, pour être enceinte, il faut déjà qu'il y ait une ovulation, donc suffisamment d'œstrogènes pour avoir cette ovulation, qu'on ait ensuite une fécondation dans les 24 heures juste après l'ovulation. Donc, vous voyez, c'est une fenêtre temporelle qui est quand même assez courte. Et après, il faut que l'ovule fécondé vienne se nicher dans l'endomètre. Et donc, pour ça, il faut avoir un endomètre qui est suffisamment grossi pendant le cycle. Et ensuite, quand il n'y a pas eu de fécondation, tout simplement, là, on a une chute de toutes les hormones. L'endomètre se rétrécit et c'est là qu'on a les règles. Et donc, finalement, les règles, c'est l'endomètre qui a rétréci. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça veut dire que vos règles, finalement, c'est aussi un signe de la qualité de votre endomètre. Si vous avez des règles plutôt peu abondantes, avec des pertes très claires, peut-être que l'endomètre ne s'était pas assez développé. Alors que si vous avez des règles plutôt abondantes, là, ça veut dire que l'endomètre s'était bien développé et était bien capable d'accueillir l'œuf fécondé. Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu dans ces explications? C'est important pour comprendre après où est-ce qu'on va jouer au niveau de votre alimentation, du stress et où vont jouer tout ce dont je vais vous parler juste après. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va reparler un peu plus en détail justement de l'œstrogène et ensuite de la progestérone. Donc les œstrogènes, vous vous souvenez, ce sont des hormones qui vont permettre à la fois de faire grandir les follicules, donc d'avoir cet ovule ensuite qui va sortir de l'ovaire et donc avoir l'ovulation. Et c'est aussi une hormone qui va permettre à l'endomètre de grandir. Donc c'est une hormone qui va être hyper importante pour la fertilité. Si on a trop d'œstrogènes, on peut avoir des maladies qui vont se développer, comme l'endométriose, par exemple, qui est souvent associée à un excès d'œstrogènes et associée à une fertilité qui va être altérée. C'est quoi les signes qui peuvent indiquer qu'on a trop d'œstrogènes? Ça va être souvent une poitrine qui peut être un peu douloureuse, un peu tendue à l'approche des règles et globalement une tendance à faire de la rétention d'eau à l'approche des règles, avec des œdèmes au niveau des jambes aussi qui peuvent être assez présents. Les règles en général sont abondantes et douloureuses quand on a trop d'œstrogènes. On peut aussi avoir, si jamais vous êtes déjà initié à l'observation de vos cycles, j'en reparlerai à la toute fin de la présentation, beaucoup de glaires cervicales au moment de l'ovulation, ce qui montre qu'il y a beaucoup d'œstrogènes. Donc avoir un certain taux d'œstrogène, c'est bien, mais quand il y en a trop, voilà, il y a des risques après d'endométriose qui peut créer ensuite, avoir un impact ensuite sur votre fertilité. À l'inverse, si on n'a pas assez d'œstrogènes, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en a pas assez, potentiellement, on ne va pas bien ovuler. Donc, qui dit pas d'ovulation, ne dit pas de fécondation possible. Et potentiellement, l'endomètre aussi ne sera pas assez stimulé et sera trop fin pour permettre ensuite à l'œuf de venir se nicher sur l'endomètre. Donc là, pareil, quels sont les signes d'un manque d'œstrogène? On va retrouver la peau qui est en général assez sèche, une libido aussi qui est plutôt basse, de la sécheresse vaginale, donc globalement, la sécheresse de manière assez globale, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil et comme je le disais tout à l'heure, des règles qui sont souvent peu abondantes, voire avec des cycles irréguliers ou alors carrément une absence de règles, comme on peut observer quand on est très stressé, on le reverra après, où ça vient venir bloquer la production des œstrogènes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure dans le chat. Puis de toute façon, à la fin de la présentation, je prévoirai aussi un temps d'échange. Ensuite, si on parle de la progestérone, donc là, vous vous souvenez, c'est une hormone qui va permettre
de bien développer l'endomètre pour que l'œuf puisse venir se nicher sur l'endomètre et qui va globalement être responsable du bon déroulement de la grossesse. Là, ce qui pose problème en général, c'est qu'on n'a pas assez de progestérone et c'est quelque chose que j'observe beaucoup au cabinet. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez de progestérone? Potentiellement, les règles vont arriver trop tôt. Ça veut dire que peut-être que 10 jours en fait après l'ovulation, l'endomètre va se rétrécir, les règles vont arriver et finalement, le fœtus n'aura pas le temps d'aller jusqu'à l'endomètre pour se nicher au niveau de l'endomètre. Qu'est-ce qui peut vous indiquer que vous n'avez pas assez de progestérone? En général, si vous avez un syndrome prémenstruel marqué, donc le syndrome prémenstruel, c'est tous les signes qu'on peut avoir avant d'avoir ces règles, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, des troubles digestifs, de la constipation, des œdèmes, tout ça, de la rétention d'eau, tout ça, ça peut signifier qu'on n'a pas assez d'œstrogène dans le corps. Et donc justement, là, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est comment faire pour avoir assez d'œstrogène et assez de progestérone. Une dernière hormone qui est quand même intéressante, je vais en parler très rapidement, ce sont les androgènes. Donc, ce sont des hormones normalement masculines. La testostérone, on l'a plus en tête pour les hommes, mais nous, les femmes, on en a aussi un petit peu. Et ce qui pose problème souvent, c'est quand on en a trop. Quand on a trop d'androgènes, de testostérone, on peut développer une maladie qu'on appelle le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie qui va favoriser les troubles de l'ovulation, qui va se manifester par des kystes qui sont présentes au niveau des ovaires, une mauvaise ovulation. Et de manière physique, en général, quand vous souffrez de SOPK, vous pouvez avoir un peu d'hirsutisme, donc un peu de cheveux qui apparaissent sur le menton, et en général beaucoup d'acné aussi, parce que la testostérone vient aller souvent causer de l'acné. Là, on le verra aussi souvent. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on a trop de testostérone? On le verra souvent, c'est le stress, malheureusement. Donc, maintenant qu'on a compris quels sont les rôles des différentes hormones, ce qui va nous intéresser, c'est comment elles sont produites et du coup, comment est-ce qu'on peut agir pour faire en sorte d'avoir suffisamment de chaque hormone et pas trop de chaque hormone. Toutes ces hormones, elles sont produites leur production est gérée par un chef d'orchestre qui se situe au niveau du système nerveux et qui va envoyer une information aux ovaires pour leur dire de produire de la progestérone ou des œstrogènes, ou à des petites glandes qui sont situées au-dessus de nos reins, qui s'appellent les glandes surrénales, qui vont être responsables de la synthèse de la testostérone. Et cette production, cet axe entre le système nerveux et nos ovaires, notamment, il est influencé par énormément de facteurs. Et c'est là où on va se rendre compte que l'hygiène de vie va être très importante pour garantir la bonne production de la progestérone et des œstrogènes. On va avoir par exemple le taux de sucre dans le sang qui va jouer. Donc, si vous avez tendance à manger très sucré, ça peut avoir un impact. On va aussi avoir le niveau d'inflammation dans l'organisme qui va jouer sur cette production. La santé de la thyroïde qui va avoir un impact majeur aussi. Et un autre facteur qui a un impact le plus important peut-être sur cet axe, c'est le stress. Le stress, il va agir quasiment à tous les niveaux et il va venir finalement complètement perturber votre équilibre hormonal. Par exemple, il peut agir au niveau de la production de la progestérone pour venir bloquer la production de la progestérone. Donc, ça veut dire que le stress peut être responsable d'un syndrome prémenstruel qui, lui, peut indiquer qu'il n'y a pas assez de progestérone et donc potentiellement, la grossesse ne peut pas bien se dérouler. Le stress, il peut aussi envoyer un signal directement au niveau du système nerveux et lui dire là, le corps, il n'est pas en état d'être enceinte, il n'est pas en état d'ovuler, donc il va bloquer l'ovulation. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez des sportifs de haut niveau, on va avoir des femmes qui n'ont pas d'ovulation, qui n'ont pas de règles, parce que le corps, il se met en mode survie, il se dit, là, de toute façon, on n'est pas capable de gérer une grossesse, donc je bloque l'ovulation. Et peut-être que vous-même, vous avez déjà pu observer des retards dans vos règles, des retards qui peuvent être liés en fait juste à une phase où vous avez moins bien dormi, où vous avez eu plus de travail, et donc votre corps s'est mis en mode survie et a bloqué temporairement l'ovulation. Des phases de régime aussi, c'est un stress physique pour le corps, où il peut se dire, là, j'ai pas assez de ressources pour gérer une grossesse, donc je bloque l'ovulation. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les régimes un peu trop restrictifs, parce que ça peut venir ensuite arrêter les règles. Dernier point sur le stress, il peut venir stimuler directement la production de la testostérone, ce qui peut ensuite entraîner favoriser la survenue d'un SOPK, donc d'un syndrome des ovaires polykystiques.
Donc voilà, c'est pour vous donner une idée que finalement cet équilibre hormonal, il est très, très subtil et il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer dessus et le stress est un facteur, majeur. On a beaucoup parlé de l'alimentation tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier l'impact, malheureusement de nos émotions, de notre anxiété et du coup de notre, quotidien. Ça va toujours? N'hésitez pas de toute façon à écrire, dans le chat. On est en petit comité, il faut vraiment en profiter pour poser, toutes vos questions. Un petit point, même si je vois qu'on est entre femmes, on va quand même parler, de l'homme un petit peu parce que, bah, la fertilité, c'est quelque chose qui se fait à 2. La femme, effectivement, c'est hyper important, mais l'homme, son hygiène de vie va aussi avoir un impact très important sur la fertilité, mais aussi le bon déroulement de la grossesse. Donc là, je vais faire rapidement. Heu, Qu'est-ce qui va déterminer la bonne fertilité de l'homme? C'est déjà qu'il soit capable de bien produire les spermatozoïdes. C'est un phénomène qu'on appelle la spermatogénèse, donc la genèse des spermatozoïdes, qui va être influencé, comme pour la femme, par le stress. Pas de surprise, le stress peut venir bloquer ce phénomène, mais aussi par la chaleur. Donc ça, c'est un peu différent. La chaleur, c'est pour ça qu'on va éviter chez l'homme d'avoir des bains chauds. Trop de bains chauds, on va éviter, mais aussi d'avoir le téléphone dans la poche, l'ordinateur posé sur les genoux. Tout ça, pour l'homme, ça va vraiment être important d'éviter parce que ça peut venir empêcher le bon déroulement et la bonne production des spermatozoïdes. Ensuite, bah, la qualité du sperme va être importante. C'est quoi un sperme qui est une bonne qualité? Ça va être des spermatozoïdes qui vont être mobiles pour pouvoir aller traverser tout l'utérus pour aller jusqu'à l'ovule, qui vont aussi avoir une qualité, un bon apport en nutriments aussi et être capables de venir interagir avec l'ovule pour permettre la fécondation. Ça, cette qualité, souvent, elle est déterminée par deux grands facteurs. L'alimentation d'une part, donc on va en parler juste après, hein, mais l'alimentation de la femme pour prévoir sa grossesse, bah, finalement, c'est un peu ce qu'on va recommander à l'homme aussi. Mais, mais aussi, très important, l'exposition aux métaux lourds, peut-être encore plus important pour l'homme que pour la femme. Les métaux lourds qu'on va retrouver dans tout ce qui est pesticides, donc une alimentation qui ne sera pas bio, notamment, ou encore l'eau du robinet. Là, il va falloir faire très attention chez l'homme. Et dernier point, bah, quand même assez important, ça va être la capacité à avoir une bonne éjaculation. Et on voit que les hommes qui sont fatigués, qui ont beaucoup de stress, qui ont une mauvaise santé cardiovasculaire, bah là, ça va impacter et ça peut perturber, ça peut du coup avoir un impact évidemment sur les capacités à concevoir. Pour ça, on va aussi penser à éviter le tabac et l'alcool, sans surprise, je pense, pour vous. Mais donc justement, sur l'alcool, je voudrais quand même vous donner quelques exemples sur l'impact de l'alcool. Juste, c'est pas pour diaboliser l'alcool, hein, un verre de temps en temps quand on est en projet bébé, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer que l'hygiène de vie de l'homme a un impact pas seulement sur la fertilité, mais après aussi sur le bon déroulement de la grossesse. Donc là, c'est une étude qui est sortie qui montrait que lorsque le père consommait de l'alcool pendant les 3 mois précédents de la grossesse, donc un usage qui était pas modéré, hein, c'était pas juste un ou deux verres par semaine, c'était plus, ça va venir altérer donc la qualité du sperme, donc diminuer les chances de tomber enceinte, mais aussi avoir un impact potentiellement sur l'enfant. Ça va potentiellement augmenter le risque de malformation cardiaque chez l'enfant. Et on a observé aussi que ça agrandissait le risque d'arrêt de grossesse. Donc un impact global. Euh, L'homme, c'est pas que sur les chances de tomber enceinte, mais c'est aussi sur le bon déroulement de la grossesse et la santé de l'enfant. Donc que retenir de cette première partie? Voilà, j'ai essayé de vous simplifier au maximum les choses, mais que la fertilité, finalement, c'est quoi une bonne fertilité? C'est un bon équilibre hormonal, donc c'est assez de progestérone, assez d'œstrogène, mais pas trop. Pareil pour l'homme, c'est assez de testostérone pour fabriquer les spermatozoïdes plus des gamètes qui vont être en bonne santé. C'est quoi des gamètes en bonne santé? Bah, si on prend l'ovule, c'est un ovule qui contient tous les nutriments dont le fœtus va avoir besoin dans les premiers jours pour grandir, qui va avoir une membrane qui va lui permettre d'entrer en contact avec la spermatozoïde pour permettre la fécondation. Et pareil pour le spermatozoïde. Et ce qui va nous aider pour l'équilibre hormonal et pour la santé des gamètes, ça va être votre alimentation, apporter les bons nutriments et se protéger de tout ce qui va être toxique. Et on l'a vu, bah, le stress, comment apaiser le stress, évacuer le stress pour qu'il ne vienne pas impacter votre fertilité. Un autre point qui est important, c'est que ça peut prendre du temps, finalement, cette phase de préparation, malheureusement, parce que un ovule, il va mettre à peu près 3 mois à maturer.
La spermatogenèse, donc le processus de fabrication des spermatozoïdes, on est autour de 70-72 jours. Donc, ça veut dire que si vous commencez maintenant, il faudra quand même compter potentiellement au moins 3 mois avant de voir les effets bénéfiques. C'est un effort sur le long terme qui vaut le coup, mais voilà, c'est pas en une semaine qu'on aura les résultats. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie avant qu'on attaque, du coup, sur la deuxième partie, l'alimentation qui génère en général beaucoup de questions de votre part? Alors, donc, quelle alimentation pour favoriser votre fertilité et celle de votre conjoint et quels compléments alimentaires pouvez-vous prendre aussi pour favoriser votre fertilité et le bon déroulement de la grossesse? On va commencer par parler déjà de qu'est-ce qu'on va éviter. Là, je pense que vous n'avez pas de surprise, mais c'est pour vous donner quelques raisons pour vous motiver aussi à limiter ces aliments. D'une part, on va avoir, donc ça c'est valable pour la femme et pour l'homme, hein, comme je le disais. D'une part, on va avoir tout ce qui est sucre raffiné, les gâteaux du supermarché notamment, tout ce qui est trop sucré, mais aussi tout ce qui est très transformé qui souvent contient beaucoup de sucre. Pourquoi c'est gênant? Parce que ça va venir perturber votre glycémie, votre taux de sucre. Ça va venir perturber votre insuline, donc l'insuline qui est l'hormone qui gère le sucre, justement. Et ça peut venir perturber l'axe, justement, qui gère la production des oestrogènes et de la progestérone. Donc c'est pour ça que c'est gênant. Ensuite, on va éviter tout ce qui est très gras, du mauvais gras, les burgers, les frites, tout ce qui est transformé, qui contient du mauvais gras, de l'huile de tournesol, qui va venir générer de l'inflammation dans l'organisme. L'inflammation qui va se propager ensuite aussi au niveau du ventre et qui peut aller perturber le bon fonctionnement de vos ovaires, notamment. Ou générer aussi de l'inflammation au niveau de l'endomètre, alors que c'est là qu'on veut que l'œuf aille se nicher. Troisième point, le café. Le café, 1 ou 2 cafés par jour, pas de souci. Plus, les études montrent que ça peut venir perturber la deuxième phase du cycle, la phase où va agir la progestérone pour préparer la grossesse. Et ça peut venir raccourcir la deuxième phase, faire en sorte que les règles arrivent trop vite et que du coup, l'œuf fécondé n'ait pas le temps d'aller se nicher sur l'endomètre. Donc, c'est pour ça que le café, 1 ou 2, ok, mais pas plus. Et dernier point, on l'a déjà abordé, l'alcool, le tabac, qui vont venir aller diminuer notamment la qualité de vos ovules et des spermatozoïdes. Donc là, je ne dis pas qu'il faut diaboliser tous ces aliments, juste qu'il faut les réduire tant que possible parce que ça va avoir un impact. Attention aussi, et là, je sais que c'est compliqué, les perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances qui vont venir globalement mimer l'action de vos hormones, se fixer à la place de vos hormones et du coup perturber le fonctionnement de votre organisme. On en trouve malheureusement un peu partout. Donc, comment faire pour essayer de limiter au maximum les perturbateurs endocriniens en essayant de garder quand même quelque chose d'assez simple et d'assez accessible? Premièrement, ce qui va être important, remplacer vos Tupperware, tout ce qui est à base de plastique par des contenants en verre. Surtout quand vous êtes amené à chauffer des aliments au micro-ondes, par exemple. On va plutôt se mettre sur du verre qui ne contient pas de perturbateurs endocriniens. On va éviter dans l'alimentation de consommer trop de boîtes de conserve. Alors, s'il y en a un petit peu, ça va. On va reparler après des petites sardines qu'on trouve en conserve, pas de souci. Mais on évite d'avoir tous les jours, dans les légumes, par exemple, on peut prendre tous les jours des boîtes de conserve qui contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. Pour la cuisson, attention à vos poêles. Souvent, elles ont un revêtement du Tefal, c'est hyper pratique, ça colle pas, c'est vrai, c'est pratique. Mais dès que c'est rayé, ça peut donner des composés qui vont être cancérigènes déjà, pas top non plus, mais en plus qui peuvent avoir une action perturbatrice endocrinienne. Filtrer l'eau du robinet, ça c'est un point hyper important. On a énormément de perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet puisqu'on va retrouver en fait tous les résidus des pilules contraceptives qui passent dans l'eau et qui ne sont pas bien filtrés ensuite, ou d'autres médicaments avec une action hormonale qui ne sont pas bien filtrés dans nos stations d'épuration et qui vont se retrouver dans l'eau du robinet. Donc là, ça peut être des filtres qui existent, qui vont filtrer l'eau avec des filtres à charbon notamment, qui vont vous permettre d'avoir une eau du robinet qui soit propre. Dernier point important, on a vu tout ce qui est rentré, tout ce qu'on consommait, mais gardez en tête aussi qu'il y a tout ce qu'on met sur notre peau, le dentifrice, le vernis à ongles, les crèmes hydratantes, la crème solaire, qui peuvent venir passer la barrière de la peau
et donc avoir une action aussi perturbatrice endocrinienne. Donc, si possible, acheter des produits bio et regardez bien la liste des composants. Si vous voyez écrit triclosan, parabènes, phénoxytanol, tous ces noms un peu étranges, voilà, soyez alerte. N'hésitez pas à scanner vos produits sur des applications comme Yuka ou comme Inky Beauty qui vont vous donner tout de suite un aperçu de la qualité de votre produit. Donc ça, c'est important parce que sur le long terme, ça a un vrai impact sur votre fertilité et notamment, souvent, ça peut donner trop d'œstrogène dans l'organisme. Quand on a trop d'œstrogène dans l'organisme, vous vous souvenez, on avait parlé de règles très abondantes, douloureuses, de tension dans les seins avant les règles ou avant l'ovulation. Quand c'est trop d'œstrogène, vraiment attention là aux perturbateurs endocriniens, à l'eau du robinet, c'est là où ça va être encore plus important, c'est quand vous avez tous ces signes-là. Bah, du coup, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'il faudrait éviter, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on peut favoriser. Donc là, je sais qu'on lit un peu tout sur Internet. Donc, ce que je vous propose, c'est d'indiquer dans le chat, vous, qu'est-ce que vous connaissez comme aliment ou comme nutriment ou comme complément alimentaire qui favorise la fertilité, de quoi vous avez entendu déjà parler. N'hésitez pas à écrire dans le chat, on est un petit comité, donc c'est l'occasion d'échanger. Merci Miroslava pour votre participation. Effectivement, la vitamine B9, elle revient beaucoup. Donc, dans quoi est-ce qu'on va trouver dans la vitamine B9? Ça va être tout ce qui est fruits et légumes verts notamment, mais aussi les céréales complètes. La vitamine B9, elle favorise la fertilité, mais elle est aussi essentielle pour le bon déroulement de la grossesse. Et le zinc, oui, merci Mélissa. Le zinc, aussi bien chez l'homme que chez la femme, le zinc est essentiel pour produire les oestrogènes et la progestérone. Oui, ça fait partie des nutriments indispensables qu'on retrouve beaucoup dans les compléments alimentaires. Le zinc, on va trouver ça dans notamment tout ce qui est huîtres, tout ce qui est produit de la mer. Et c'est vrai que ce n'est pas des aliments qu'on consomme souvent. Et souvent, on peut manquer de zinc. Alors peut-être que vous connaissez déjà les signes d'un manque de zinc. Moi, ce que j'observe en clientèle, souvent, c'est des personnes qui ne consomment pas beaucoup de poissons, comme je viens de le dire, mais avec des petites taches blanches sur les ongles. Des petites taches blanches, ça peut souvent indiquer un manque de zinc ou un manque de fer. Et ça peut être un signe qu'il faut faire attention à sa consommation de produits de la mer, notamment. Alors, si on rentre un peu plus maintenant dans le détail de l'alimentation, un point très très important, et souvent on en a peur, c'est de manger du bon gras. Pourquoi? Parce que nos hormones, l'œstrogène, la progestérone, la testostérone, elles sont produites à partir du cholestérol, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important de consommer du bon cholestérol dans son alimentation. Et notamment, moi, la forme d'apport que je préfère et qui fonctionne le mieux auprès de mes clientes, ça va être les œufs. Les œufs, si possible au petit déjeuner, pour avoir un apport en bons gras, en protéines dès le matin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour votre santé hormonale et aussi pour jouer sur tout l'impact des hormones aussi sur la santé émotionnelle. Je vous invite à tester. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous le faites déjà. Le petit déjeuner salé avec potentiellement des œufs au plat, des œufs coques, au plus simple pour vous, vraiment déjà dans un premier temps, pour apporter du bon cholestérol. Mais aussi, les œufs, ils contiennent du zinc, ils contiennent des protéines, ils vont être hyper importants. Consommer 2-3 œufs, 2 œufs tous les jours, il n'y a aucun souci pour le cholestérol. Tant qu'on parle du bon gras, on va retrouver les oméga 3. Les oméga 3, ils vont être hyper importants. C'est un type de gras qu'on n'est pas capable de fabriquer, qui va avoir deux actions majeures qui vont nous intéresser. Déjà, une action anti-inflammatoire pour soulager l'inflammation qui peut être présente de par notre quotidien, de par le stress, de par notre alimentation, qui peut venir s'installer dans le bas-ventre et perturber le bon fonctionnement justement de nos ovaires, de nos ovules. Mais aussi, ils vont entrer dans la composition même de l'ovule et même du spermatozoïde chez l'homme, dans la composition de la membrane. Et on va avoir une membrane de l'ovule qui va être de très bonne qualité, ce qui va favoriser la bonne fécondation et la bonne rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Les oméga 3, dans quoi on trouve des oméga 3?
On va les retrouver notamment dans les petits poissons. Sardines, maquereaux, anchois, 2 à 3 portions par semaine, c'est l'apport minimum recommandé. Et encore, pour des personnes qui ont de l'endométriose, notamment, on va devoir aller encore plus haut que ça. Et donc, souvent, d'ailleurs, on va passer par une supplémentation. Le thon, le saumon, ça contient aussi des oméga 3. C'est aussi très riche en métaux lourds, donc on va éviter. Là, on est dans une phase, voilà, dans la phase de préparation à la grossesse, on va quand même éviter au maximum tout ce qui contient des métaux lourds. Les poissons, ils sont aussi hyper intéressants parce qu'on va retrouver du zinc, on en a parlé tout à l'heure, de l'iode pour la santé de votre thyroïde, du sélénium pareil pour la santé de votre thyroïde, le sélénium qui va aussi avoir une action antioxydante pour la qualité justement de vos ovules. Donc le poisson, 2 à 3 portions de petits poissons gras par semaine, plus si possible du cabillaud ou d'autres poissons blancs pour l'apport en nutriments. Et toujours sur les oméga 3, pensez aussi aux huiles végétales pour l'assaisonnement, comme le colza, comme le lin, comme la camille, comme l'huile de noix, comme l'huile de chanvre, pour assaisonner, qui vont être très riches en oméga 3. Et là, moi, souvent, je recommande d'être à 2 cuillères à soupe par jour, pardon. 2 cuillères à soupe par jour d'huile de colza ou d'huile de noix pour avoir un bon apport en oméga 3. C'est quoi les signes d'un manque d'oméga 3 que vous pouvez repérer? Donc déjà, voir si dans votre alimentation, vous en consommez assez, bien sûr, mais aussi si vous avez tendance à avoir la peau sèche alors que vous buvez assez d'eau. Vous avez tendance à avoir de l'eczéma, des petites inflammations, vous avez parfois des petites douleurs dans le corps au niveau des articulations. C'est un signe que potentiellement, il y a un manque d'oméga 3. Donc, bien faire attention à l'apporter suffisamment par votre alimentation. Et dernier point, cette fois-ci, on va parler des protéines qui sont très importantes aussi pour avoir un bon équilibre de votre glycémie parce qu'on a vu que ça jouait derrière sur l'équilibre hormonal. Et là, je vais conseiller de quand même favoriser les produits animaux. C'est important d'en avoir quand même. Après, si vous souhaitez être végétarienne, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien aussi. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de faire quand même un point avec une nutritionniste ou une naturopathe pour vous assurer que vous avez bien les bons apports. Mais il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Donc faites attention, par contre, du coup, quand vous consommez de la viande ou du poisson, prendre plutôt du bio, du sauvage ou pour le poulet, du poulet issu de pâturage, d'élevage en plein air pour éviter la contamination par des antibiotiques ou autres qui pourraient du coup avoir un effet néfaste sur la qualité de l'ovulation notamment. On continue cette fois-ci avec 3 autres catégories d'aliments qui vont être importantes. Les oléagineux, tout ce qui va être amandes, noix de Grenoble, noisettes, noix du Brésil, pépins de courge, graines de sésame. Toutes ces noix vont être riches en oméga 3, ça je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas vous refaire le discours, mais aussi en minéraux, en zinc, en sélénium. Il suffit de consommer 2 noix du Brésil par jour pour avoir ces apports journaliers recommandés en sélénium. Et le sélénium, il a une action antioxydante qui va être ultra importante pour la femme et aussi pour l'homme. On a des études sur le sélénium qui montrent sur l'homme que c'est utile. Ça, en général, ce que je conseille, ça va être soit au goûter, prenez une petite poignée d'oléagineux avec un fruit sec, par exemple, pour avoir aussi un apport via le fruit en minéraux. Ou alors, vous pouvez acheter de la purée d'amande ou de la purée de noisettes et mettre ça sur une tartine le matin ou à goûter ou en dessert. Là, ça va être très intéressant pour l'apport en bons gras. Avant-dernière catégorie, en termes de céréales, qu'est-ce qu'on va conseiller en termes de céréales? Puisque idéalement, les céréales, donc on en apporte à chaque repas de la journée, c'est un féculent qui va être important. On va favoriser tout ce qui va avoir un indice glycémique bas, notamment tout ce qui est céréales complètes. Donc, je pense par exemple au quinoa, au sarrasin, au riz complet, aux pâtes complètes, à la semoule complète aussi. Voilà, tout ce qui a un indice glycémique bas. Le fait que ce soit complet, ça va nous apporter cette fameuse vitamine B9 qui nous intéresse. Et vous pouvez aussi consommer des légumineuses, notamment si vous êtes végétarienne, pour avoir aussi des protéines et aussi des vitamines, des minéraux via les légumineuses. Et dernier, qui nous intéresse, les fruits et les légumes colorés, colorés pour apporter des antioxydants qui vont venir protéger vos ovules, protéger les spermatozoïdes et améliorer la qualité des spermatozoïdes. Les légumes verts, notamment, vont aussi contenir cette fameuse vitamine B9 qui nous intéresse. Est-ce que ça va sur l'alimentation? Est-ce que vous aviez d'autres questions sur les choses que vous consommez, que vous aviez dont vous aviez entendu parler? Là, je vous ai donné vraiment les bases, on va dire, des aliments à intégrer le plus possible dans son alimentation. On va parler du coup complément alimentaire parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile de tout apporter par l'alimentation.
Et ça peut être bien de donner un petit coup de boost avec un complément alimentaire. Les plus importants, du coup, selon les études, les dernières études scientifiques. La vitamine B9, dont vous m'avez parlé, pour prévenir notamment les anomalies au niveau du fœtus, mais aussi soutenir l'ovulation. Là, je vous conseille de favoriser une forme particulière qu'on appelle le méthylfolate, qui n'est pas la forme classique, mais qui est une forme qu'on trouve quand même de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent qu'elle est beaucoup plus facile pour l'organisme. Il est beaucoup plus facile pour l'organisme d'utiliser cette forme-là. Les oméga 3, je vous ai déjà dit à quel point c'était important. Imaginons, ça fait longtemps que vous n'avez pas consommé de petits poissons gras, ou de poissons gras tout court d'ailleurs. Et donc, vous manquez potentiellement d'oméga 3. Bon, bah là, c'est super, vous l'avez en tête, vous allez en remettre dans votre quotidien, dans votre alimentation, mais il y a un déséquilibre qui s'est installé. Donc, pour combler ce déséquilibre, on va passer par une supplémentation pendant 1 ou 2 mois, le temps aussi de mettre en place une nouvelle habitude, de rajouter des poissons gras, comme ça, pour combler le déséquilibre. La vitamine D3, c'est la vitamine du soleil. Donc, souvent, c'est se pas assez au soleil, on manque de vitamine D. Et elle a un impact un peu partout sur l'organisme, mais c'est vrai qu'elle joue aussi sur votre équilibre hormonal, donc c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup dans les compléments alimentaires. Et enfin, pour finir, deux très importants, le magnésium. Alors pourquoi le magnésium? Parce qu'on sait que quand on est stressé, on a tendance à manquer de magnésium. Et si vous avez des signes comme des crampes, alors vous buvez quand même assez d'eau, la petite paupière qui tressaute, ou juste des tressautements de certains muscles, ça peut être un signe d'un manque de magnésium. Et par l'alimentation, le magnésium, on va le trouver dans la banane, dans les fruits secs, dans les oléagineux dont j'ai parlé. C'est pas facile d'en apporter suffisamment pour combler une déficience quand elle est installée. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par 3 mois de supplémentation en magnésium, associée à la vitamine B6. La vitamine B6, en plus, elle va aider à produire la progestérone, donc ça va être hyper important. Et ensuite, vous en rajoutez un petit peu plus dans votre alimentation. Donc, il existe différentes formes de magnésium. On a le magnésium marin, on a le bisglycinate. Le bisglycinate, souvent, il est plus efficace, il est aussi un peu plus cher. Donc, vous voyez aussi selon votre budget. Il est peut-être plus rapide d'action, le bisglycinate. Si voilà, vous sentez que vous avez beaucoup de stress, ça peut être intéressant de passer là-dessus. Et surtout, si vous avez souvent mal au ventre, si vous avez souvent des crampes au niveau du ventre, là, prenez plutôt le bisglycinate, ce sera beaucoup plus adapté pour vous. Et enfin, dernier point, un antioxydant, le coenzyme Q10. Donc voilà, ça permet d'avoir un antioxydant en plus. Moi, je préfère quand même que vous misiez sur les fruits et les légumes pour les antioxydants, mais le coenzyme Q10, ça peut quand même donner un petit coup de boost, donc ça peut être intéressant. Là, vous voyez, je ne vous parle que de nutriments sur les compléments pour la femme, je ne vous parle pas de plantes, parce que, comme on l'a vu, les problèmes de fertilité sur une femme, ça peut être lié à pas assez d'œstrogène, trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, pas les bons nutriments. Et du coup, les plantes, souvent, elles vont agir au niveau de votre équilibre hormonal. Et pour vous conseiller une plante, je préfère vous avoir en séance pour être sûre de vous donner la bonne plante. Donc là, c'est pour ça que j'en ai pas. Et d'abord, je vous conseille de tester les nutriments. Et puis, si vraiment ça ne suffit pas, peut-être qu'il faudra voir pour voir quelle plante sera la plus appropriée pour vous. Maintenant, pour l'homme, quel complément? Parce qu'on a vu que l'homme, il était aussi concerné. Ce n'est pas tout à fait les mêmes qui ressortent dans les études scientifiques. Le zinc, le sélénium, la vitamine C ressortent beaucoup plus pour l'homme finalement que pour la femme dans les dernières études, de par leur action antioxydante. Donc c'est là qu'on voit que pour l'homme, ce qui est important, c'est vraiment l'apport en antioxydants. Et c'est intéressant là pour le coup de passer par une supplémentation. On a aussi les oméga 3 là qui sont un indispensable, hommes et femmes. Ça, je pense que vous m'avez compris là-dessus. Et là, il y a deux plantes qui sont intéressantes pour l'homme, qui sont utilisables vraiment dans n'importe quelle situation. On va retrouver l'amaca et le ginseng. Dans quel cas donner quelle plante? L'amaca, on va dire, c'est plutôt, si c'est pour un homme qui manque de libido aussi, qui est fatigué, et ça se manifeste plutôt par un manque de libido. Alors que le ginseng, on va dire, c'est plutôt quelqu'un qui va être très fatigué, qui a beaucoup de charge de travail et du coup qui se sent épuisé. Voilà. Ces deux plantes qu'on peut tout à fait associer ensemble sans aucun problème. Le maca, en général, c'est de la poudre qu'on peut mettre dans son alimentation. C'est un petit goût noisette qui est très sympa. Et le ginseng, c'est plutôt sous forme d'ampoule en général que je le recommande ou sous forme de complément alimentaire. Les femmes aussi, vous pouvez prendre ces deux plantes. Il n'y a pas de souci. Ça peut quand même avoir une action sur la fertilité qui peut être très intéressante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat sur l'alimentation. Je vais passer sur la prochaine partie, puis je pourrai y répondre à la fin. Donc, dernière partie, et elle est elle aussi très importante.
c'est l'équilibre émotionnel et le sommeil. On a vu que le stress pouvait bloquer l'ovulation, bloquer la synthèse de progestérone et donc avoir un impact énorme sur votre fertilité. Donc, il existe énormément d'options pour évacuer son stress, pour prendre soin de sa santé mentale. Moi, je vais vous donner des idées de ce que je conseille en cabinet et ce qui marche bien sur mes clientes. Mais voilà, à vous de vous poser la question. Je vous invite vraiment à le faire, de poser la question. Comment là, finalement, dans votre quotidien, dans votre vie actuellement, vous pourriez apporter plus de sérénité, plus de bien-être et plus de moments pour vous. Parce qu'après, il y a plein d'idées. On va avoir les exercices de respiration. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. C'est un exercice où on va inspirer et expirer sur un certain tempo. Souvent, on va regarder une petite bulle qui monte, une petite bulle qui descend, qui remonte. C'est vrai que ça permet de bien se détendre. Mais il y a des personnes qui vont préférer des exercices d'hypnose, des exercices de relaxation guidée. Donc ça, testez, voyez ce qui vous correspond le mieux. Et ce que j'observe, ce qui marche bien, c'est de pratiquer à un moment où vous n'êtes pas trop tendu quand même. Si vous êtes déjà dans un pic de stress, c'est trop tard pour l'exercice de respiration. Donc plutôt d'un moment dans la journée où vous pouvez prendre 10 minutes en rentrant du travail peut-être pour faire cet exercice de respiration. Mais dans tous les cas, s'accorder un temps pour vous. Si l'exercice de respiration, ça ne vous parle pas, ça peut être de lire un livre, ça peut être de faire de la couture, ça peut être de faire un mandala, ça peut être n'importe quoi, mais juste un temps pour vous, un temps off où vous vous sentez bien. On va reparler de l'activité physique juste après, c'est important de bouger. Quand on marche, on sécrète des hormones qu'on appelle les endorphines qui vont jouer du coup sur votre morale. Souvent, moi, l'objectif que j'aime bien fixer, c'est 1 heure de marche par jour. Mais si actuellement vous êtes à 10 minutes, peut-être fixez-vous plutôt 20 minutes, puis ensuite ce sera 40 minutes pour y aller progressivement. Mais tous les jours, marchez un petit peu quand même. Et si vraiment vous voulez un petit coup de boost pour vous aider quand même dans des périodes où c'est plus difficile, où il y a plus de stress, surtout que quand on est dans un parcours PMA, quand le projet bébé met du temps à arriver, bah, c'est vrai qu'on peut être stressé. Et parfois, les plantes, c'est vraiment une grande aide. Donc, moi, j'ai 2 plantes que j'aime beaucoup. La rhodiole. La rhodiole, c'est une plante, vous êtes fatigué, en plus vous êtes anxieuse, il faut avoir une petite baisse de morale, on va plutôt être sur la rhodiole. L'ashwagandha, on est plus, là vous êtes vraiment épuisé, vraiment très très fatigué. Ça va être l'ashwagandha. Donc c'est 2 plantes qui se ressemblent pas mal, qui sont assez complémentaires et qui sont très intéressantes que vous pouvez prendre sans aucun problème si on va consommer ça le matin pendant 2-3 semaines et ça va bien marcher. Mais quand même, c'est vrai que pour jouer sur la santé mentale, il y a un point dont je viens de parler, c'est l'activité physique qui va être très, très intéressant. L'activité physique, pourquoi? Pour vous aider à mieux dormir, pour avoir une bonne fatigue le soir pour bien dormir, pour libérer ces fameuses endorphines qui vont aider à gérer le stress, pour aussi favoriser l'élimination des toxines, des hormones en excès. Donc, je reviens, si vous avez des signes de trop d'œstrogènes, donc les règles abondantes, un syndrome prémenstruel très marqué aussi, c'est bien d'aller faire de l'activité physique pour éliminer ces excès d'œstrogènes, justement. Là, on me demande souvent quelle activité physique sera la meilleure pour améliorer sa fertilité. En soi, c'est toute activité que vous aimez, sur laquelle vous allez être régulière, dans laquelle vous prenez du plaisir, parce que du coup, vous allez le faire. C'est ça qui va être important. Autre chose qui va être important, pas une activité trop intense. On l'a vu tout à l'heure, les personnes qui font de la compétition sportive à haut niveau, personnes qui courent vraiment beaucoup, beaucoup de sport, souvent ça peut venir bloquer l'ovulation. Donc voilà, quelque chose quand même d'assez doux, pas trop intense, mais quelque chose qui vous plaît. Surtout, c'est ça qui va être très, très important. Et vous verrez que quand vous allez faire plus de sport, ça va vous aider à améliorer votre sommeil. Là, c'est pareil, le sommeil, il y a plein de choses qui peuvent permettre d'améliorer son sommeil. Donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous avez du mal à dormir. Est-ce que c'est parce que vous regardez un peu trop les écrans le soir? Est-ce que parce que vous vous couchez tard? Il y a le stress de la journée, donc peut-être que là, un exercice de relaxation guidée ou un rituel de coucher avec dessiner sur un mandala, faire un peu de lecture, ça peut vous aider à dormir. Peut-être que vous n'exposez pas assez à la lumière du jour en journée, si vous travaillez dans un bureau qui est un peu sombre, par exemple. Tout ça, ça va jouer sur votre sommeil. Et en cas de besoin, une fois, même si vous arrivez à identifier quelques points que vous pourriez améliorer, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez essayer pendant 1 semaine de prendre de la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du sommeil, elle va induire le sommeil et vous permettre de mieux dormir. Juste pendant 1 semaine, il ne faudrait pas que l'organisme s'habitue. Bon, normalement, il n'y a pas de dépendance, on n'est pas du tout sur un somnifère, bien sûr. Mais voilà, on teste pendant 1 semaine.
Ensuite, on fait une pause pour voir si ça va mieux. Et si besoin, on peut reprendre. Donc, la mélatonine, on appelle ça à libération prolongée. Donc, c'est un complément alimentaire qui va faire qu'elle va se libérer progressivement dans la nuit pour vous aider à vous endormir, mais aussi éviter que vous vous réveillez pendant la nuit et éviter que vous vous réveillez à 5 heures du matin et ensuite vous n'arrivez pas à vous rendormir. Donc ça, vous pouvez demander en pharmacie, il existe beaucoup de compléments là-dessus. Donc voilà, plusieurs pistes. À vous de voir aussi qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais vraiment, ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre équilibre émotionnel, votre santé mentale, c'est aussi important que de bien manger. Souvent, je le vois en consultation, mes clientes, bien manger, ça va, c'est facile, on rajoute des oméga 3, on peut prendre un complément alimentaire, finalement, elles n'ont pas trop de mal. Et le plus dur, c'est de travailler sur la santé mentale, de réduire sa charge mentale, de se sentir plus apaisé et de réduire tout ce tumulte et de nervosité qui est dans notre quotidien. Ça, c'est quelque chose, ça devrait être votre priorité autant que l'alimentation finalement. Donc, on arrive sur la fin de cette présentation, puis après, je prendrai vos questions si vous en avez. Que retenir finalement, c'est que, comme on l'a dit, notre mode de vie a un impact énorme sur notre capacité à concevoir, mais aussi sur le bon déroulement de notre grossesse et la santé de notre futur enfant. Qu'il n'est jamais trop tard pour appliquer les conseils que je viens de vous donner. Le mieux, évidemment, c'est de commencer le plus tôt possible, parce qu'on a vu que ça peut prendre 2-3 mois avant de voir un effet. Et même si vous êtes maintenant en parcours PMA, vous êtes plus avancé, il n'est jamais trop tard pour aller améliorer son assiette en apportant du bon gras, des oméga 3, des œufs, des protéines, des fruits, des légumes, des céréales complètes, des oléagineux pour l'apport en vitamines et minéraux. Et très important de prendre soin de soi, de se reposer, de dormir. Je voudrais terminer par un autre point important, non négligeable, qui peut quand même pas mal vous aider, c'est d'apprendre à repérer votre fenêtre de fertilité. Parce qu'on l'a vu en intro, l'ovule, une fois qu'il est éjecté à partir de l'ovulation, finalement, il doit être fécondé dans les 24 heures. Donc, c'est quand même une fenêtre assez courte. Là, on a de la chance, c'est que les spermatozoïdes, eux, ils restent vivants au niveau de l'utérus, au niveau du vagin, pendant 5 jours. Donc, ça veut dire que votre fenêtre de fertilité, c'est environ 5-6 jours. Et c'est en gros les 4-5 jours qui précèdent l'ovulation et le jour de l'ovulation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour repérer cette fenêtre temporelle? On a une méthode qui s'appelle la symptothermie. Donc, si ça vous intéresse à aller plus dans le détail, vous pourrez vous renseigner là-dessus. Il y a des formations qui existent complètes. Là, ce que je vais juste vous donner, c'est les petites bases pour déjà juste déterminer la période d'ovulation. Au moment de l'ovulation, le corps il est bien fait. On a ce qu'on appelle la glaire cervicale qui est sécrétée en plus grande quantité. Donc, vous avez cette sensation de quelque chose qui glisse, qui coule au niveau du vagin. Vous avez des pertes plus importantes à ce moment-là. Vous avez aussi une température qui augmente légèrement. Ça implique de mesurer sa température tous les jours. C'est quand même un niveau dessus, mais ça peut être intéressant de le faire. Ou en tous les cas, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire, vous voyez que vous avez beaucoup de glaire cervicale, un test d'ovulation. Ça permet en plus de détecter quand même l'ovulation 24 à 36 heures avant. Donc, ça vous permet quand même de gagner 1 ou 2 journées sur votre fenêtre de fertilité. Là, je vous ai mis le diagramme de Clairbout. Il y a pas mal maintenant d'outils qui vous permettent de repérer cette fenêtre. Et enfin, pour conclure finalement sur la présentation, là, je vous ai donné pas mal de conseils. Ce qui va être capital maintenant, ça va être de réussir à mettre en place ça sur le long terme. Ça, d'y aller progressivement. Ça ne sert à rien de se dire demain, je vais tout faire parce que ça fait beaucoup d'un. Ce que je vous propose, c'est de prendre un carnet et de noter tout ce qui vous a plu, tout ce qui vous parle dans ce qu'on a vu ce soir, dans ce que vous avez pu voir sur Internet, dans ce qu'un thérapeute peut vous avoir dit, et de choisir ce qui vous semble le plus facile à mettre en place, de lister 3-4 actions et de vous dire ça, c'est bon, je peux faire, il n'y a pas de souci. Je me donne 3 semaines pour le faire. Vous fixez quelque chose de réalisable, un objectif qui vous semble réalisable, et vous avancez comme ça pas à pas. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre gynécologue pour être suivi par quelqu'un dans votre projet. Et après, à prendre un thérapeute sur un axe qui vous semble important si besoin. Ça peut être un psychologue ou une sophrologue ou une sorte d'hypnose si c'est plus la santé mentale que vous avez besoin de travailler. Ou alors, ça peut être une diététicienne si vous voulez travailler plus sur votre alimentation ou une naturopathe si vous voulez plus avoir ce côté global de l'alimentation, de comprendre d'où viennent vos déséquilibres et quelles plantes vous pourriez utiliser. Mais en tout cas, ne restez pas seul.
entourez-vous de personnes qui peuvent aussi avoir les mêmes problématiques que vous pour en parler autour de vous et avoir des conseils de différents thérapeutes. Donc, on a terminé avec tout ce que je voulais vous raconter. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez les mettre dans le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole directement. On n'est pas nombreuses, il faut en profiter. Et après, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions qui viennent ensuite, vous avez donc mon adresse mail à gauche. Vous avez, j'ai aussi mis le lien vers mon site internet sur lequel j'ai remis d'autres conseils, donc qui reprennent pas mal de choses qu'on a vues ce soir. Mais voilà, si vous voulez revoir, vous remettre en tête, n'hésitez pas. Et mon Instagram aussi. Je vois, il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc je vais attendre de voir s'il y a une question. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre participation. Votre point sur les thés noirs, blanc, vert, la quantité journalière. Alors, c'est effectivement, j'en ai pas parlé sur les boissons, sur les infusions. Le thé, c'est hyper intéressant parce que c'est très riche en antioxydants. Personnellement, je préfère plutôt le thé vert. Je pense qu'il y a plus d'études dessus. Le thé vert, en général, c'est là où on a le plus d'études sur la teneur en antioxydants. Vous pouvez prendre plusieurs tasses par jour. Un petit point d'attention quand même, si vous le prenez au moment du repas, ça peut perturber l'assimilation du fer. Et le fer, c'est quand même important pour la fertilité. Surtout qu'après, au début de grossesse, c'est important d'avoir un bon taux de fer. Donc, évitez de le prendre trop au moment du repas. Mais sinon, 2-3 tasses par jour, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'alimentation ou autre, ou sur des plantes, si jamais vous en aviez? Bah, merci Miroslava pour vos questions et vos interventions. Merci à toutes pour votre présence. Vous avez mon contact si besoin. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite du coup une très bonne soirée.